Chers amis, bonjour. Donc, les Amis de la Liberté, pour continuer leur activité, malgré la crise sanitaire, vous savez bien qu'on ne peut pas organiser des conférences publiques, ce qu'on appelle présentiel. Donc, on se contentera de ce qu'on appelle le distanciel, donc une petite vidéo de 26 minutes. Nous vous proposons donc une conférence à propos de la domination masculine dans le cadre de la journée de la femme du 8 mars. Donc, à propos de la domination masculine, un article qui est passé dans le Patriote de cette semaine, par Robert Charvin, professeur de l'Université de Nice, et avec la participation de Michel Delville. D'autres conférences sont prévues, notamment avec Bernard Friot sur le salaire universel, sur les mystères de la voix humaine par Elisabeth Vidal-Soprano, de réputation internationale. Et de nombreuses initiatives sont prévues aussi dans le cadre du 150e anniversaire de la Commune de Paris, et nous vous informerons au fur et à mesure de nos possibilités. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, on est obligé de se déterminer jour après jour. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Robert. Faire le procès du masculinisme, qui existe tous azimuts, c'est risquer de passer pour un ayatollah ou pour un inquisiteur de notre Sainte Église. C'est pas tout à fait mon style, ni ma pratique habituelle. Mais je crois qu'en réaction à la domination de fait, qui est cette domination masculine, ce procès s'impose. Dans la rue, dans le travail, dans la chambre à coucher, il y a inégalité, il y a imposition d'une volonté masculine et qui pèse très lourdement sur les conditions de vie de la femme. Et quand on connaît les chiffres de l'inceste, du viol et dans l'ensemble des actes sexistes ou des violences sexuelles, on constate un tel chaos sexuel et un tel chaos dans les relations hommes-femmes qu'il est nécessaire de faire ce procès, de le mener jusqu'à son terme, et c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille parce que si des choses ont avancé depuis une trentaine d'années, depuis une cinquantaine d'années, on est loin du bout, on est loin du chemin, même s'il y a des avancées importantes dont nous ferons mention un peu plus loin. C'est un combat millénaire en fait qu'il s'agit de poursuivre, car je suppose qu'au fil des siècles, un certain nombre de femmes et d'hommes se sont battus pour les mêmes causes. Derrière moi, une affiche de Louise Michel, qui fait partie de ces combattantes dont il reste des traces, et dans l'histoire de la pensée, et dans l'histoire politique tout court. Ces femmes et ces hommes qui ont combattu pour de nouvelles relations, ils ont combattu contre ce fascisme rentré, je crois, qui existe en chaque homme, en moi comme chez les autres. Et il est à combattre comme on combat le fascisme extérieur, celui que l'on a mené dans les années 30-40 et celui que l'on mène encore depuis les années 2000 dans toute une série de pays. La morale qui inspire ce combat, ce n'est pas une morale au sens traditionnel ou au sens religieux par exemple. Ce n'est pas une sorte de puritanisme que l'on voudrait imposer dans un nouvel ordre. C'est le principe de responsabilité qui pour moi me paraît être la seule vraie morale. Pour qu'une société plus viable fonctionne, il faut qu'il y ait un esprit de responsabilité qui pèse sur tout le monde, mais particulièrement sur ceux qui dominent le jeu, et notamment sur l'homme. Dans ses relations avec la femme, comme dans ses relations avec les autres hommes. Les relations avec les autres hommes, c'est le problème de l'exploitation, c'est le problème de la lutte des classes, que nous essayons de poursuivre, parce que ça nous paraît être une des clés des changements possibles, mais c'est aussi un combat contre l'exploitation et la domination de l'homme sur la femme, les femmes subissant une double peine, celle qu'ils connaissent du fait de la lutte des classes et celle qu'elles connaissent du fait de la domination masculine. Donc rendre une société plus viable, ça me paraît être le travail de tout individu honnête, au sens de l'honnêteté du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et du XXe siècle, l'honnête homme qui essaie de faire ce qu'il peut dans la société où il se trouve. On n'est pas au terme de cet effort.
Je crois qu'il faut, en préalable, avant de réfléchir de manière plus approfondie sur ce problème de la domination masculine, s'interroger sur le problème de la liberté. Le mot et le concept de liberté ont fait tous les métiers. On a une sorte de croyance quasi religieuse en la liberté de l'homme, qui serait un être autonome et parfaitement rationnel. C'est un problème extrêmement lourd. Et regardez quand autour de nous, on nous fait croire que la liberté, c'est le souverain bien, que la liberté, c'est ce qui caractérise l'individu et l'homme, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a les pesanteurs de l'origine sociale, de l'origine du milieu dans lequel on fonctionne, de l'histoire, de l'époque historique que l'on traverse, et des conditions matérielles que l'on subit. Et tout cela pèse sur les comportements de chacun, et particulièrement sur les dominés, donc particulièrement sur les femmes. Mais l'homme non plus n'est pas vraiment libre. Il lui aussi subit les mêmes phénomènes, mais comme il est en position de supériorité, au moins dans le domaine des relations avec la femme, il en use et abuse. Et c'est sans doute une compensation d'ailleurs à tout ce qu'il peut subir par ailleurs. Et je crois que si la femme est souvent faite pour servir l'homme et son plaisir, c'est en quelque sorte pour mieux échapper à toute l'oppression qu'il subit par ailleurs. Je crois que tout est lié en la matière, et donc je crois que, ayant évacué ce problème de la liberté, on peut passer à une analyse plus fine de la domination masculine. J'ai constaté moi-même sur mon propre travail, en feuilletant le livre que Jacques Victor, quand il était directeur du Patriote, m'avait permis de faire, en rassemblant mes chroniques que j'avais publiées dans le Patriote, que sur 250 pages, je n'avais jamais consacré un seul thème à la condition féminine. Ce n'était pas par une volonté délibérée, c'était pas parce que je considérais que le problème était secondaire, mais c'est parce que la question m'échappait et que finalement, dans l'organisation à laquelle j'appartenais, on n'en parlait pas tellement souvent. Si ce n'est, et sur lequel tout le monde était d'accord, la nécessaire égalité matérielle qui devait exister entre l'homme et la femme au niveau des salaires, au niveau des conditions de travail. Là, il n'y avait pas de problème. Et il y avait tellement peu de problèmes qu'on ne voyait pas pourquoi consacrer des articles particuliers à une question élémentaire, fondamentale, sur lesquelles au moins tous ceux qui étaient sensibles à notre orientation politique étaient d'accord. C'est très progressivement, au-delà de ces constats, que j'ai commencé à m'intéresser à la question, en raison des relations personnelles et de la vie privée d'ailleurs, en lisant Wilhelm Reich, qui avait pourtant écrit il y a bien longtemps sur la même question, en m'intéressant à ce qu'écrivait le docteur Mulhdorf, qui était un membre du Parti communiste français, psychiatre, et qui avait dit pour la première fois ou presque des choses importantes sur ces problèmes de l'homme et de la femme, de ces relations et de la sexualité. Aussi Michel Gluskar, qui écrivait en parlant des problèmes du désir et des problèmes du capitalisme de la séduction, de toute une série de problèmes qui régissaient la vie des Français, la vie des Européens, des Occidentaux, et notamment la vie privée, qui était englobée dans la vie politique et sociale globale. C'est donc par le spectacle aussi des mouvements féministes de cette dernière période, qu'il s'agisse de MeToo ou qu'il s'agisse des témoignages écrits de toute une série de femmes victimes d'inceste, victimes de viol, qu'on a pris conscience plus clairement de cette pathologie masculine qu'on aurait dû voir clairement bien plus tôt. Bien plus tôt parce que comment est-ce qu'on a pu parler de démocratie, tout simplement, dans une société où à peu près 50% de la population était moins bien traitée que les 50 autres pourcents, quelle que soit la situation des uns et des autres. Comment a-t-on pu oublier que 50%, ça fait beaucoup pour une démocratie qui se présentait souvent comme un modèle, en rappelant que simplement le droit de vote des femmes est arrivé en 1946, pour la première fois dans notre histoire, mais que le droit de vote des femmes, c'est un élément parmi bien d'autres de la promotion féminine. Alors pourquoi ce retard?
Et je crois qu'il faut examiner les causes de ce retard pour pouvoir essayer de travailler à les faire, à les abroger. D'abord la Sainte Famille. Ça, c'est un héritage religieux, catholique, chrétien. La famille, on n'y touche pas. L'Église nous a enseigné ça depuis des millénaires. On n'y touche pas, et donc s'il y a des perturbations à l'intérieur de la famille, et c'est souvent là que se produisent un certain nombre d'actes, comme l'inceste par exemple, c'est parce qu'il ne faut pas perturber ce qui est considéré comme une des bases de la société occidentale. Or, aujourd'hui encore, au sein de la famille, quelle que soit la qualité ou les défauts, les perversions de cette famille, il y a l'idée qu'il ne faut pas trop y toucher, et par ailleurs que le garçon, lui, doit être élevé comme un petit guerrier, tandis que la femme, c'est déjà un élément du décor général, avec des petits rubans, des petites poupées et des petites robes, toutes roses bien sûr. Deuxième secteur, deuxième cause du retard, l'école. Depuis le temps que je m'intéresse à l'éducation nationale, puisque j'ai été en université et que j'ai eu des enfants, des petits-enfants, on parle d'éducation sexuelle. Alors moi, je me souviens du départ de l'éducation sexuelle qui était confié à des professeurs de sciences naturelles. À mon époque, c'était encore mieux puisqu'on étudiait la reproduction des huîtres pour comprendre la reproduction. Ce qui est évidemment tout à fait pédagogique pour comprendre les rapports hommes-femmes. L'éducation sexuelle confiée à des professeurs de sciences naturelles, ça veut dire on détache le corps de l'affect. Ce qui est déjà une amputation dramatique, me semble-t-il, pour éduquer, pour informer sur ce qu'est un homme et une femme et dans leur relation à l'école. Et cette séparation du corps et de l'affect, c'est très lourd de conséquences. Quand on sait que, simultanément, les enfants, et de plus en plus jeunes, reçoivent une information, entre guillemets, sur la sexualité qui vient de la pornographie quasi institutionnalisée, sur les réseaux sociaux et à la télévision. Il suffit d'attendre quelques heures pour avoir le spectacle, notamment sur Télé Monte Carlo, par exemple. Et ces jeunes qui regardent tout ça sont formés donc en parallèle avec une éducation quasiment technique du phénomène sexuel, ce qui, à la limite, peut passer outre parce que lorsqu'on n'enseignait pas cette technique, les hommes et les femmes la pratiquaient tout de même. Tandis que le reste, qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus subtil, est ignoré de tout le monde ou presque. On ne sait même pas ce que c'est qu'un homme ni ce que c'est qu'une femme dans leur comportement en la matière. Et c'est d'autant plus important aussi pour des très jeunes qu'il y ait une recherche qui peut d'ailleurs durer au-delà de l'adolescence de ce qu'est la normalité. Qu'est-ce qui est normal? Et si l'on assiste en permanence comme seule formation à ces actes pornographiques, à ces exploits techniques détachés de toute affectivité, on considère que c'est ça la normalité. Très spontanément, très naturellement. Et c'est, à mon avis, lourd de conséquences pour la suite. L'idée étant que finalement, la violence, la brutalité, les exploits techniques en la matière est non seulement acceptée par la femme, mais ça a l'air de lui plaire, parce que les films pornographiques sont faits pour montrer ce plaisir. Autre élément, autre cause du retard, les carences de la loi, les carences de la justice, les carences de la police. On connaît tous, on a entendu parler ces derniers temps des difficultés d'une femme pour être accueillie décemment dans les postes de police, pour être jugée intelligemment par des magistrats, et quand on sait par ailleurs quels sont les problèmes dont débattent les juristes, on est encore plus inquiet. La question du consentement, c'est une question précisément qui nous renvoie à ce débat sur la liberté, comme si le consentement était un phénomène facile à définir, alors qu'elle relève d'une complexité extrême, non pas seulement pour des raisons extérieures à la femme ou à l'homme, mais pour des raisons très complexes et très intimes.
Même chose pour la prescription des actes de viol et pour les actes d'inceste. Il est clair que ces actes pèsent sur une vie entière. Comment donc peut-on débattre sur une prescription qui irait à l'encontre des règles qui sont habituelles dans les infractions juridiques, en débattant précisément, en comparant souvent avec les crimes contre l'humanité qui sont les seuls à ne pas connaître la prescription. Je crois qu'il s'agit d'un crime contre l'humain, qui est très individuel, mais qui est très proche du crime contre l'humanité qui est collectif. Et je pense que des réformes fondamentales qui sont en cours, modestement encore, dans le domaine du droit français, ça serait qu'on laisse tomber ce débat sur le consentement. Il n'y a qu'une responsabilité, celui du dominant. Et c'est la seule question qui se pose. Est-ce que le dominant s'est comporté comme quelqu'un de responsable ou pas vis-à-vis des dominés? Et le deuxième problème, c'est la question de la prescription, qui n'a pas à fixer de limite, puisque précisément, en face, la victime ne connaît pas non plus de prescription pour sa souffrance. Et plus généralement, je pense que le retard, et c'est peut-être l'essentiel, a encore deux autres causes. D'abord, le malaise que connaît chaque homme lorsqu'il débat de ses problèmes de relations homme-femme, y compris des problèmes de la sexualité. Je me souviens d'un débat qui avait été organisé par le Parti communiste français dans les années 70, à la salle de Place Carabacel. J'en étais un petit peu à l'initiative. Il y avait à côté de moi notre ami Raymond de Lorenzi qui était là, qui représentait la fédération. Et en descendant de la tribune, la seule chose qu'il m'a dit, je ne savais pas que c'était aussi compliqué. Et je crois qu'il était tout à fait sincère. Et dans la salle, un de nos plus éminents professeurs de philosophie de l'université m'a dit j'avais rien à dire sur ce sujet. Deux éléments, deux témoignages qui me paraissaient très significatifs de l'état global dans lequel nous nous trouvions à propos de ces questions. Donc il y a un malaise, et je crois qu'il existe toujours chez beaucoup d'entre nous, pour débattre de ces questions et pour en parler le plus clairement possible et le plus simplement possible, le plus ouvertement possible. La deuxième cause, enfin, décisive pour moi, c'est le climat général d'une société. Nous sommes dans une société dure, difficile, brutale, dans sa nature exploitante. Et tout à l'heure, je le disais, c'est une société qui a besoin de divertissement, c'est une peine d'exploser. Le divertissement, il a pris la place de la culture. Aujourd'hui, les films qui ont du succès, très loin par rapport aux autres, c'est les films de divertissement. Les comédies au théâtre qui marchent, c'est les comédies de divertissement, notamment celles de boulevard à Paris. La musique et les chansons qui marchent le mieux, ce sont celles qui divertissent, pas celles qui ont des textes trop complexes, trop difficiles. Le divertissement, ça passe par l'alcool, ça passe par la drogue. Et on va bientôt légaliser le cannabis, ça va de soi, demain et après-demain, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas? Ça ne dérange pas les hommes d'affaires que les jeunes se droguent à longueur de journée. D'ailleurs, cette police qui poursuit les dealers de quartier, sans jamais s'intéresser aux réseaux internationaux qui fournissent la drogue et qui font des affaires de milliardaires, soit poursuivis. Et puis, il y a aussi la femme. Et je crois que la femme joue un rôle de divertissement fondamental pour le plaisir de l'homme et pour le servir si éventuellement elle ne lui plaît plus. Et je crois que ce climat général implique donc radicalement une modification, un bouleversement de cette société. C'est une société malade, profondément malade. Et nous sommes dans une société profondément malade. Et la place qui a été accordée à ce divertissement, y compris le divertissement féminin, est profondément pathologique. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier précisément cette place de la femme reléguée aux objets de décor et aux objets de plaisir, de tout ce que l'individu de base, le citoyen de base, s'octroie lorsqu'il va au stade, lorsqu'il boit
une bouteille d'alcool ou lorsqu'il regarde un film stupide. Cette société malade, elle a besoin donc de diversion, mais elle a besoin surtout de profonds changements. Aujourd'hui, la recherche dans les sciences sociales nous montre qu'il n'y a pas de fatalité à cette situation. Il n'y a pas de raison pour lesquelles on doit accepter une maladie qui se prolonge, même si elle se prolonge depuis des siècles. Je crois qu'il faut parvenir à éduquer, à s'éduquer, en donnant les plus possibles d'exemples de situations tout à fait symboliques. Dans un quotidien il y a peu de temps, on parlait de la Silicon Valley, et notamment des grandes firmes de l'informatique. Et dans cette étude très intéressante, on parle d'un ouvrage de sociologue américain qui constate que dans la Silicon Valley, et notamment dans les firmes d'informatique, les meilleurs cadres de ces entreprises sont des individus quasiment asociaux, particulièrement brutaux et violents, qui sont beaucoup plus sensibles aux objets qu'ils manipulent qu'aux êtres vivants, et notamment aux femmes. Et ils ont, semble-t-il, d'après ces sociologues, l'habitude d'organiser des week-ends orgiaques réguliers, dont on dégage des cadres, dont les directeurs dégagent des cadres, et dont les femmes sont exclues si elles ne sont pas considérées comme suffisamment cool. Et je trouve que cette illustration est tout à fait typique. L'adoration de l'objet, regardez l'adoration de l'homme pour la voiture. Le dimanche, devant l'appartement, devant la maison, il y a parfois plus d'attention portée par l'homme lorsqu'il nettoie sa voiture que d'attention pour l'épouse ou la compagne. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Il y a un culte de l'objet qui est étroitement lié à une société dite de consommation, c'est-à-dire dite de production sans fin de produits plus ou moins utiles, plus ou moins inutiles, qu'il faut cajoler, qu'on a payé très cher, qui est une lourde charge, et qui donc du coup prend une valeur extraordinaire, supérieure à celle des êtres vivants. Et donc la poursuite d'un progrès technologique sans fin, la poursuite d'un progrès constamment en marche, accumulant des objets, va à l'encontre du féminisme qui permettrait d'avoir une vie autre avec les hommes, entre les hommes et les femmes. Et je pense que les partis progressistes, les partis de gauche, comme le Parti communiste français, auraient besoin d'un Henri Lefebvre aujourd'hui, c'est-à-dire de beaucoup d'Henri Lefebvre, que tous les militants deviennent des Henri Lefebvre, pour travailler sur une critique de la vie quotidienne, pas seulement sur le mode de production. On est bien tous d'accord sur le mode de production. Il faut organiser notre type de société avec qui soit déprivatisé et qu'on puisse confier la gestion du travail aux travailleurs eux-mêmes. On est d'accord. Mais les hommes attendent aussi autre chose que cette déprivatisation des moyens de production. Ils attendent une autre société, une autre mode de vie, un autre mode de vie. Et donc chaque chose, chaque acte de la vie quotidienne devrait faire l'objet d'un procès, d'une critique, avec des propositions d'un autre monde. Depuis les années 70, on a vu apparaître dans notre société des réformes fondamentales, l'IVG, la pilule, une liberté de style de la femme, c'est évident. Donc il y a des pas en avant qui ont été commis grâce précisément à un certain nombre de personnalités féminines ou de mouvements populaires en faveur de la libération des femmes. Mais si on fait bien, on observe les phénomènes de l'IVG, de la pilule, etc., de cette liberté de style, on se pose la question de savoir si ce sont les hommes ou les femmes qui en ont le plus profité. Je ne suis pas absolument certain que ce soit seulement les femmes. Je pense que les hommes ont peut-être davantage profité encore, car la libération des femmes est surtout passée par la libération de la femme des autres. Ce qui est
encore un problème non résolu. Et on en revient à Marx, qui disait que nous ne sommes pas sortis de la préhistoire. Je crois que nous sommes en préhistoire. Il me semble qu'on doit le ressentir fortement si l'on est un militant social, si on est un militant d'éducation populaire, un militant syndical, un militant politique. Nous sommes en préhistoire. L'histoire ne commencera seulement à se poser un certain nombre de questions majeures de notre vie quotidienne que lorsqu'il aura pu éliminer ce système parasitiste, ce système pathologique dans lequel nous vivons depuis si longtemps, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle pratiquement. Il faut sortir de l'exploitation économique et sociale, bien sûr, mais il faut sortir aussi de cette domination imbécile de l'homme sur la femme. Je dis imbécile parce que Herzen, le philosophe russe qui est enterré au château de Nice, a écrit en 1869 quelque chose qui dit « Il faut compter avec la bêtise, force imposante ». C'est son terme. La bêtise, force imposante. Et je crois qu'effectivement, à écouter nombre de discours du style Marion Maréchal Le Pen, qui est passé il n'y a pas très longtemps, on lui a posé des questions là-dessus, à la télévision, ou style Zemmour et autres, il y a vraiment dans ce discours qui pèse sur de nombreux esprits et de nombreux comportements une bêtise profonde, une inculture profonde qui ne mérite que le mépris. Des étapes ont été franchies, et d'autres le sont encore, beaucoup d'autres, en se rappelant peut-être que l'amour n'est pas un verre d'eau que l'on boit. Merci Michel Leville qui a participé à la réalisation de cette conférence, donc Robert Charlin. Et sans laquelle ma réflexion ne serait pas la même. Voilà, donc les Amis de la Liberté te remercient. Et à la prochaine, en espérant pouvoir retrouver nos conférences présentielles, comme on dit aujourd'hui.